des choses, alors nous disposons, pour connaître l'essence des choses, d'un mode de connaissance capable de nous livrer des vérités rationnelles, susceptibles de s'imposer à tout esprit. Et ce mode de connaissance exact et idéal, ce ne sont pas les livres déjà écrits qui le prescrivent, ce ne sont pas les théories enseignées qui le disent, ce n'est pas non plus l'observation du monde, aussi attentive soit-elle, qui le montre. Ce mode de connaissance exact et idéal, ce sont les mathématiques. Et l'idée absolument géniale de Galilée, c'est l'idée que la nature, le livre de la nature, comme il dit, est écrit en langage mathématique. Et il utilise comme symbole des mathématiques des figures géométriques, le cercle, le triangle, etc. Il ne pense pas à l'algèbre, qui sera la voie la plus féconde par la suite, mais il a cette idée incroyable que pour comprendre l'essence des choses, il faut en passer par les mathématiques. Et ces mathématiques permettent d'exprimer par le biais d'équations les relations qui existent entre un petit nombre de variables pertinentes qu'il aura fallu judicieusement choisir et qui permettent de formuler des lois qui seront ensuite validées ou invalidées par des expériences. Et c'est cette façon très singulière d'envisager la nature, c'est même une méthode a priori folle. Quand vous regardez le monde qui vous entoure, l'idée que ce monde puisse être dit par des équations paraît absurde. Pourquoi la spirale d'une coquille de Nautile est-elle aussi semblable à celle que forme une galaxie? Ou encore à la spirale qui apparaît quand on coupe un chou? Les scientifiques qui tentent de comprendre les motifs inscrits dans notre monde se tournent souvent vers un outil extrêmement puissant, les mathématiques. Ils quantifient leurs observations et utilisent des procédés mathématiques pour les étudier, dans l'espoir de découvrir les causes sous-jacentes de ces régularités présentes dans la nature. Ils ont ainsi pu révéler le secret des orbites elliptiques des planètes, tout comme celui des ondes électromagnétiques qui relient nos téléphones portables. Les mathématiques ont même guidé les chercheurs vers la découverte des particules subatomiques qui constituent la matière. Dès lors, on peut se demander pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? La réalité possède-t-elle une nature mathématique inhérente ou les mathématiques sont-elles seulement le produit de notre cerveau? Mario Livio est astrophysicien et il cherche la réponse à ces interrogations. Il étudie les liens profonds et souvent mystérieux qui existent entre les mathématiques et le monde. Dans la nature, les nombres sont omniprésents. Prenez les fleurs par exemple. Il y a beaucoup de fleurs qui ont 3 pétales, comme celle-ci, ou 5 comme celle-là. Certaines en ont 34, d'autres 55. Eh bien, ces nombres se retrouvent très souvent. Ces nombres pourraient paraître aléatoires, mais ils appartiennent tous à ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Une suite de nombres entiers qui a été introduite par un mathématicien du XIIIe siècle. On commence par les nombres 1 et 1. Et à partir de là, on ajoute à chaque fois les 2 derniers nombres. Donc 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, et ainsi de suite. 8 siècles plus tard, cette suite a priori arbitraire fascine de nombreux chercheurs, qui voient une explication à des manifestations aussi diverses que la beauté humaine ou les fluctuations de la bourse. Et si rien n'a été prouvé, il faut reconnaître que l'évolution affiche une étrange préférence pour ces nombres. Cette suite apparaît fréquemment dans la nature. La suite de Fibonacci s'applique au nombre de pétales des fleurs, en particulier des pâquerettes. Mais ce n'est pas tout. Statistiquement, les nombres de Fibonacci apparaissent très souvent en botanique. Par exemple, si on observe la base d'une pomme de pin, on distingue des spirales formées par les écailles. Si on compte ces spirales, on obtient généralement un nombre de Fibonacci.
Puis, si on compte les spirales dans le sens inverse, on trouve un nombre de Fibonacci adjacent. Il en va de même pour les graines du tournesol. Elles forment 2 séries de spirales. Et si on les compte dans chaque direction, on obtient à chaque fois un nombre de Fibonacci. Bien qu'il existe des théories pour expliquer l'omniprésence de ces nombres en botanique, ce phénomène pose tout de même des questions troublantes. Les plantes connaissent-elles les maths? La réponse la plus rapide à cette question est non. Elles n'ont pas besoin de connaître les maths. D'une façon très simple et géométrique, elles ont mis au point une petite machine qui, dans de très nombreux cas, produit la suite de Fibonacci. On trouve l'idée, qui est platonicienne sans doute, qu'il existe en fait 2 mondes distincts. Il y a d'abord un premier monde qui est fait de concepts, de lois mathématiques, dont l'agencement permet de comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans le second monde, qui est le monde empirique. Il y a le monde des lois et il y a le monde empirique. C'est 2 mondes différents. Toute la question étant de savoir comment les lois physiques agissent sur le monde empirique. Imaginez par exemple que l'univers a eu une origine. Dire que l'univers a une origine, ça veut dire que l'univers a été précédé par rien. Il n'y avait rien et tout d'un coup, il y a eu une première chose. C'est ça l'origine. Si vous me dites qu'à l'origine, il y avait quelque chose, ben je vous demanderai, est-ce que cette chose vient d'autre chose? Si oui, c'est pas l'origine. Et si cette chose ne vient pas d'autre chose, c'est qu'elle a toujours été là. Et si elle a toujours été là, c'est qu'il n'y a pas d'origine non plus. Donc l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Si l'univers a eu une telle origine, ça veut dire qu'il y a eu un moment de son histoire dans laquelle, ou au cours de laquelle, il n'y avait pas d'électrons. Puis tout d'un coup sont apparus le premier, puis le second électron. Qu'ont fait ces 2 électrons? Comme vous savez, ils ont une charge électrique négative, la même. Donc ils se repoussent par la force électrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis allé à l'école, où j'ai appris la loi de Coulomb, qui est la loi fondamentale de l'électrostatique. Mais les électrons, eux, les premiers, ne sont jamais allés à l'école. Donc comment ils savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que cette loi est inscrite dans leur structure? Est-ce qu'elle est inscrite dans l'univers? Est-ce qu'elle est écrite sur un tableau noir qu'ils lisent? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Ou bien est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers en disant on a des charges électriques identiques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repousse, on s'attire, on se repousse en 1 sur R2, en 1 sur R3, après ils négocient. Je vois que ça vous fait sourire, mais en fait personne ne sait répondre à cette question. C'est-à-dire, personne ne connaît le statut des lois physiques. Comment agissent-elles? Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont immanentes, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont dans le monde empirique et agissent sur lui? Ou est-ce qu'elles sont transcendantes, c'est-à-dire elles sont dans un autre monde, séparées d'une autre? Reste ensuite à expliquer comment elles peuvent agir sur le monde empirique. Et vous voyez que il y a quelque chose de platonicien là-dedans. La question du statut des lois est une question sur laquelle je serai obligé de revenir quand je vous parlerai de cosmologie.